Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine d'information. La totale dimanche au sommaire de ce magazine, le secret défense à l'épreuve du droit à l'information et du droit d'informer. L'affaire Papa Alé remet sur la table la question sur la diffusion d'informations classées secret défense. Leur diffusion ou divulgation tombe sous le coup de la loi, mais au nom du droit du public à l'information, est-ce une violation de la loi de publier, si l'on s'en tient au code de la presse, de publier des informations classées secret défense? On en parle dans Confraternellement avec le journaliste Abdoulaye Mbow tout à l'heure. Et dans Coin Éco, COP27, l'économie verte en question face aux ravages infligés à l'environnement. Il est de plus en plus question de changer de paradigme car sa préservation conditionne la survie de l'homme et des autres espèces. Au siècle dernier, 85% de l'espace forêt, faune maritime était à l'état sauvage, mais actuellement, seuls 15% le sont, proportion qui inquiète les écologistes, mais aussi les économistes. Analyse à suivre tout à l'heure. Et ailleurs nous mènera dans le monde rural où l'heure est à la récolte, une période bien chargée pour les paysans. Dans le bassin arachidier, les producteurs révèlent qu'il n'y aura pas de production record malgré la forte pluviométrie. Reportage à suivre dans ce magazine. Et enfin, notre bouillon culture, il sera question de la continuité du bol de midi, malgré les changements du quotidien des uns et des autres. Un rendez-vous familial autour du déjeuner qui renfermait ses vertus éducatives, familiales, mais aussi des vertus de solidarité. À suivre avec Aïssa Toukan en fin de magazine. Bienvenue à toutes et à tous. Dans Confraternellement, ce soir, nous prétextons l'arrestation du journaliste Papa Alé Niang en détention depuis une semaine maintenant pour nous intéresser à la frontière entre une information qualifiée de secret défense et le droit du journaliste d'informer pour l'intérêt général, accusé d'avoir divulgué, entre autres, des informations classées secret défense visant à nuire aux institutions de la République. Le directeur du site Dakar Matin a été inculpé la semaine dernière. Les associations de journalistes et les organisations des défenses de la liberté de la presse sont vent debout pour réclamer la libération de notre confrère Papa Alé Niang, bien sûr. Confraternellement, le sujet est signé Amadou Bari. Ses collègues de la coordination des associations de presse et lui sont au devant de la scène depuis l'éclatement de cette affaire. Le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias juge arbitraire l'arrestation de notre confrère Papa Alé Niang, poursuivi entre autres pour diffusion de fausses nouvelles et divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale. Pire, Mamadou Thior trouve anachronique une telle mise aux arrêts dans un pays perçu plutôt comme un modèle en matière de liberté de la presse en Afrique. Vous regardez dans beaucoup de pays de la sous-région, les gens sont étonnés quand vous leur parlez qu'il puisse en être ainsi au Sénégal, qui est considéré comme une grande démocratie. Et quand il a fallu adopter notre code de la presse, de 2010 à 2017, à son adoption, le texte a moisi à l'Assemblée parce que les députés d'alors, d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall ensuite, ont refusé parce qu'ils ont dit oui, il n'est pas question de dépénaliser les presse. Alors que, bon, c'est la compréhension qu'ils se font un peu de cela qui est à l'origine de ça, et ça c'est un gros malentendu. Interrogé sur certaines pratiques que beaucoup jugent non conformes aux règles d'éthique et de déontologie auxquelles s'adonnait notre confrère en détention, le président de l'organe d'autorégulation concède qu'on peut trouver à redire sur son parti pris foncièrement anti-pouvoir, mais il n'y a rien de nouveau en soi. C'est une question de responsabilité individuelle. Certes, dans des pays, même occidentaux, il y a des médias peuvent prendre fait de cause pour un parti
pour un autre, mais individuellement, les journalistes qui y travaillent doivent être des professionnels. Et ça aussi, ça doit être le cas de Papa Alé. Il doit savoir que de ce côté-là, individuellement, il doit être un journaliste professionnel. Maintenant, en tant que média, les médias peuvent choisir, c'est pas nouveau, de soutenir tel ou tel bord politique, mais en le faisant savoir au public. Rappelant le parcours de Papa Alé tout en invitant à l'apaisement, Mamadou Thior d'indiquer à un moment, le directeur de Dakar Matin était taxé de très proche du tombeur du président Wade en 2012. Sa posture anti-pouvoir, ça date de l'opposant Macky Sall, à qui il a fait la part belle entre 2010 et 2011. Au 31 décembre 2011, on se rappelle de cette grande interview en prime time qu'il a accordée à Macky Sall et qui a fait du bien dans la communication de Macky Sall. Donc, si les tenants du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, peut-être ce qu'il dit ne les arrange pas, disent qu'il n'est pas un bon professionnel. Hier, quand il le faisait et qu'à ça les arrangeait, il le considérait comme un grand professionnel. Sur la frontière entre le droit d'informer et le secret défense, Thior de marteler que le professionnel doit toujours être alerte face aux informations sensibles et contrairement aux informations qui circulent, faisant savoir que notre confrère est poursuivi pour avoir divulgué des informations confidentielles de la gendarmerie. Il n'en est rien, lève tout équivoque. Le président du CORED. Papa Alé est poursuivi par rapport à cette mobilisation de la police. Quand on a parlé de Oscar Sierra, ce document qui s'est retrouvé sur la place publique et aussi le document des sapeurs-pompiers. Parce que moi, j'ai pu lui parler quand on est allé le voir au palais de justice avant le mandat de dépôt. Donc, on a pu discuter avec ses avocats. Donc, les gens font circuler. Il a divulgué ce document? Non, il n'a pas divulgué. Il a dit aux policiers qui l'enquêtaient qu'il a trouvé le document sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais il a fait aussi un live à l'aéroport de l'AIBD où il montrait des véhicules de la gendarmerie avec un commentaire peut-être tendancieux en disant il y a quelque chose qui se prépare dans ce pays. Donc, le tribunal de pairs et ses partenaires de la coordination des associations de presse du pays ont sonné la mobilisation avec une série d'activités intenses afin que notre confrère puisse recouvrer la liberté. D'abord, occuper les réseaux sociaux, toutes les plateformes, par des messages très forts pour s'indigner de ce qui est arrivé. Et graduellement, le lundi suivant, il y aura un édito commun où on va parler du retour des monstres. Point d'orgue de cet élan confraternel, un grand rassemblement à la Maison de la Presse mercredi, suivi d'une marche nationale vendredi prochain à Dakar, ainsi que dans chaque capitale régionale. Amadou Barry, merci confraternellement pour revenir un peu plus amplement sur la frontière qui existe entre une information classée secret défense et le droit du journaliste d'informer juste et vrai. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le journaliste Abdoulaye Mbow. Monsieur Mbow, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet proprement dit, secret défense, ce terme est revenu plusieurs fois cette semaine dans l'actualité. Qu'est-ce que cela veut dire de manière générale et quels intérêts défendent ce secret? Alors, je crois bien que secret défense, c'est un fourre-tout. Cela dépend des orientations données véritablement au contenu et au contenant et par rapport à des pays. On le sait, au Sénégal, lorsqu'on parle de secret défense, c'est toute information relative véritablement à
a un contenu et qui concerne véritablement l'État central et qui est véritablement loin, j'allais dire caché, qui est considéré comme secret et par rapport justement aux populations. Quand on parle de secret défense, c'est relativement aux forces de défense et de sécurité, autrement dit, ne pas en tout cas divulguer toute information qui pourrait porter atteinte à l'honneur véritablement des forces de défense et de sécurité, mais également à la stabilité du pays, mais également à toute autre forme véritablement de considération qui pourrait aller dans le sens en tout cas de créer des troubles entre les populations, entre les ennemis du pays ou véritablement par rapport véritablement à la bonne mobilisation et à la bonne moralité justement des forces de défense et de sécurité et de tout autre organe concerné justement par ce qu'on appelle le secret défense. Alors là, quand on insiste encore sur le droit à l'information de tout individu, cette définition tautologique ne laisse-t-elle pas penser dans ce cas que le citoyen lambda peut être parfois privé de ce droit à l'information? Effectivement, parce qu'en réalité, même s'il est dit qu'il y a véritablement une ligne rouge à ne pas franchir, autrement dit, ne pas aller au-delà du Rubicon, je crois bien que, quoi qu'on puisse dire, le droit d'informer et le droit à l'information, véritablement, sont garantis par la charte fondamentale qu'est la Constitution. Donc, je crois bien que la Constitution étant au-dessus de tout, étant au-dessus du code pénal, étant au-dessus du code de procédure pénale ou de toute autre loi et règlement, et quoi qu'on puisse dire, je crois bien qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir redéfinir les rôles. Il ne faudrait pas que l'on puisse véritablement s'approprier du contenu, du contenant et des orientations de lois copieusement copiées véritablement de la loi française pour véritablement les imposer aux populations sénégalaises. C'est pourquoi je dis qu'il est important par rapport aux lois, secret défense, aux lois, règlements, au code pénal, au code de procédure pénale, de pouvoir piocher ailleurs, mais de revenir au Sénégal pour essayer de les tropicaliser. De les tropicaliser par rapport à nos réalités identitaires, culturelles, religieuses, sociétales, pour nous dire que oui, ce sont des lois qui sont conformes à la société sénégalaise, mais quand on regarde aujourd'hui même la loi relative à l'apologie du terrorisme, ben c'est un fourre-tout. On est parti prendre pratiquement les mêmes textes que la loi française pour venir les appliquer au Sénégal, alors que l'on sait que la définition même du terrorisme n'est pas universellement reconnue. Pourquoi je le dis? Quand on prend un Palestinien qui se fait exploser dans Jérusalem, on parlera d'un acte terroriste. Mais à l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, lorsque les Français faisaient sauter les Allemands, tirer sur des Allemands en tant que snipers, on ne les appelait pas terroristes, on les appelait résistants. Donc de ce point de vue, je crois bien qu'il y a une certaine dérive sémantique qui ne colle pas à nos réalités et qui ne saurait coller à nos réalités, raison pour laquelle qu'il s'agisse de toute loi et quelle que soit la loi et quelle que soit son orientation, il faudrait quand même qu'on puisse aller dans le sens de pouvoir les tropicaliser. Voilà, je pense que la coordination des acteurs de la presse est interpellée. Nous allons vers des assises de la presse et ce sont des suggestions à prendre en compte. En attendant, le journaliste proprement dit, dans sa quête d'information, envie d'informer juste et vrai, est-ce qu'il peut être amené parfois à privilégier l'information du citoyen au détriment de ce secret défense-là qui pourrait créer des conflits entre des citoyens? Alors je vous renvoie, madame, à la définition donnée par l'Organisation des Nations Unies et pour l'éducation, la culture et la science par rapport véritablement au rôle du journaliste, mais surtout du journaliste d'investigation et qui est appelé à aller dans le sens de penser à une information à donner au bénéfice des populations si véritablement ils jugent de manière déontologique que ces populations ont le droit de savoir. Parce qu'on ne peut pas tout considérer comme étant secret défense. Dans le secret défense, forcément, il pourrait y avoir un élément qui pourrait justement intéresser la population. Pourquoi? Parce que la population, elle est vraie, et décide au nom des autorités qui sont appelées à gouverner, mais je crois bien que dans d'autres pays, il y a eu des journalistes qui sont allés au-delà de ce qui est interdit actuellement au Sénégal et qui vaut véritablement, j'allais dire, à notre confrère Pape Alé Niang d'être dans les liens de la détention. Donc, je crois bien que le droit d'informer est un droit inaliénable et non négociable par rapport véritablement au métier de journaliste. C'est en toute responsabilité que nous allons à la quête de l'information, c'est en toute responsabilité
responsabilité que nous délivrons, que nous donnons l'information à l'opinion publique et à l'opinion publique internationale. Mais dans tous les cas, je crois bien qu'il s'agit de Pape Alé Niang et qu'il s'agit de tout autre journaliste responsable au Sénégal. Nous savons qu'effectivement, il y a une niche d'information à trier. Et dans cette niche d'information, je vous dis, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, des journalistes ont préféré s'asseoir ou mettre à la corbeille certaines informations parce qu'ils les jugent ultra sensibles. Et au nom de la responsabilité, ils ne le feront pas. Mais quoi qu'on puisse dire, dans véritablement ce fourre-tout, il y aura forcément un élément qui demain pourrait vous appeler, vous, à véritablement aller dans le sens de donner l'information à l'opinion qui a le droit et le devoir véritablement de savoir. Voilà, la protection des sources, on en parle. Les journalistes ne doivent pas être obligés de révéler leurs sources d'information dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. En quel cas ou circonstances cet article de la Constitution, bien sûr, fait-il exception? Alors, je crois bien qu'il n'y a pas exception à la règle, parce qu'aujourd'hui, le journaliste, quoi qu'on puisse dire, il est protégé, et le journaliste ne saurait donner, ne saurait fournir véritablement ses sources. Mais imaginez, par exemple, qu'un journaliste, que l'on apprenne, que le monde apprenne, que l'opinion publique apprenne, que véritablement ses pairs apprennent, que le journaliste a dû véritablement donner ses sources, il est sûr et certain que ce journaliste aura perdu véritablement de sa crédibilité et il aura perdu également de ses sources potentiellement futures. De ce point de vue-là, je crois bien qu'il ne faille pas aller, à mon sens, dans une orientation où il faudrait interpréter véritablement la source, ce qui n'est pas source, ce qui est information. Nous savons tous, parce que nous la pratiquons au quotidien et depuis plusieurs années, ce qu'est l'information, comment traiter l'information, dans quelles conditions nous pouvons véritablement aller dans le sens de vérifier après avoir obtenu d'une source une information et quelle que soit la nature de l'information. Mais de ce point de vue-là, je crois bien que même si on nous mettait sous la guillotine, même si on nous forçait le corset, le journaliste est appelé, je dis bien est appelé, je le répète, 3 fois pour paraphraser Ismaïla Madior Fall, que la source véritablement doit être protégée. Voilà, l'autre point qui ne protège pas trop les journalistes, je vais le dire, c'est l'aspect, c'est la loi sur l'accès à l'information qui n'est toujours pas votée. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, avec cette actualité-là, l'affaire Pape Alé Niang, d'en profiter pour faire voter cette loi sur l'accès à l'information? Ce qui est dommage, c'est qu'au Sénégal, on traîne les pieds. Et lorsqu'il s'agit véritablement d'encadrer, de donner beaucoup plus de liberté aux médias, nous traînons véritablement les pieds. Quand vous voyez les derniers résultats par rapport à certains rapports qui sont sortis, vous vous rendrez compte que nous avons perdu énormément de place parce qu'en réalité, il y a un mauvais encadrement lié à la liberté de la presse de manière générale au Sénégal. On a eu à couper le signal de la Sen TV, de Walfi TV, pour des considérations qui, à mon avis, sont aux antipodes véritablement du droit à informer et du devoir d'informer par rapport véritablement à notre métier de journaliste. Maintenant, par rapport à ce code de la presse, pour moi et selon pour énormément de confrères, contient des articles assez coercitifs. Vous avez vu, on a traîné pendant plusieurs années pour avoir véritablement un bout par rapport à ce code de la presse. Maintenant, ce qu'il faut, nous sommes en 2022, madame. Aujourd'hui, d'autres pays sont en train de nous devancer du point de vue des libertés collectives, individuelles et de la liberté de la presse. Le Sénégal était le miroir en Afrique de l'Ouest principalement, compte tenu de son avancement et compte tenu des avancées notoires, significatives en matière de démocratie, mais nous donnons l'impression de marcher en avant et de courir à reculons, tout simplement. De ce point de vue-là, je crois bien qu'aujourd'hui, les acteurs, la société civile, les gouvernants, tout le monde devrait pouvoir véritablement aider les médias de manière générale pour véritablement un meilleur accès à l'information. La rétention d'informations ne doit plus être une réalité au Sénégal. On doit pouvoir aller où l'on veut pour chercher la bonne information. Et tant que le journaliste a la bonne information, tant que le journaliste est mis dans les dispositions pour avoir la bonne information, je crois bien que ce sera le meilleur moyen de lutter contre la désinformation, contre les fake news, intox et infox véritablement qui pullulent dans les réseaux sociaux considérés comme le cancer des temps modernes et par le président Macky Sall, alors que c'est loin d'être le cas. C'est qu'en réalité, nous n'avons pas été préparés, nous n'avons pas été assez formés par rapport à la masse populaire, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je crois bien que
Les médias sénégalais, de manière générale, sont des médias responsables, composés de journalistes responsables. M. Pape Alé Niang en fait partie. C'est un journaliste responsable, connu et reconnu. Maintenant, on peut ne pas être d'accord par rapport à certaines de ses positions. Ça, ce n'est pas le journaliste qui parle. Véritablement, ça peut être le citoyen qui peut le considérer ainsi. Mais encore une fois, il reste un journaliste critique du pouvoir, comme un autre peut être un journaliste considéré comme proche du pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure démarche, la meilleure chose à faire, c'est de mieux encadrer les lois par rapport à la liberté, j'allais dire même aux libertés de la presse, aux libertés qui doivent permettre aux journalistes véritablement d'avoir accès à l'information, de pouvoir faire son travail normalement dans les règles de l'art et véritablement de pouvoir éviter ce que l'on constate aujourd'hui. Et c'est le président Macky Sall qui malheureusement le disait il n'y a pas longtemps, durant tout mon mandat, vous ne verrez aucun journaliste sénégalais embastillé, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous avons un confrère qui s'appelle Pape Alé Niang qui est embastillé et véritablement vous et nous et tout le monde nous réclamons tout simplement sa libération immédiate et sans condition, et cela nous permettra de pouvoir basculer vers la tenue des assises de la presse au moment fort pour discuter justement de l'ensemble de ces problématiques. Effectivement, donc confraternellement qui revenait sur la frontière qui existe entre le code, ou plutôt le secret défense et le droit à l'information, le droit d'informer juste et vrai avec le journaliste Abdoulaye Mbow. Merci beaucoup pour toutes ces analyses très pertinentes. C'était confraternellement la suite de la Totale Dimanche tout de suite. Alors donc, dans Coin Éco, ce soir, nous parlons de l'économie verte en réponse au réchauffement climatique. Mais c'est quoi au juste l'économie verte? C'est qui est liée au respect de la nature, bien sûr, et qui cherche à maintenir le capital naturel en équilibre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire à ne pas consommer plus de ressources que ce que les écosystèmes, la terre et le soleil peuvent fournir. L'objectif étant de protéger la planète pour tous et pour les générations futures. En ce moment où se déroule la COP27, elle est sur toutes les lèvres à Sharm el-Sheikh. Le sujet Coin Éco de ce soir signé Mam Abdougaï Kassé sur les images de Séléman Diallo. L'économie verte entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équilibre social. Elle permet de réduire de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources indispensables à la vie. L'économie verte, qui est en vogue en cette période où se déroule la conférence des Nations Unies sur le climat, se caractérise par des actions de tous les jours. Le Sénégal en est d'ailleurs un parfait exemple, d'après cet expert maritime spécialiste du pétrole et du gaz. Ah oui, en réalité, c'est des choses très simples quand on parle d'économie verte. Si je prends l'exemple du Sénégal, c'est tout le processus de développement, par exemple, des énergies solaires. Ça participe, disons, en fait, du développement du mix énergétique. Aujourd'hui, qui est à 30% au Sénégal, et c'est une tendance forte, disons, en Afrique, de développer le solaire. En Europe, on parle, disons, en fait, du développement de l'éolien maritime. Et notre pays, avec sa côte, 800 km de côte, peut développer des parcs éoliens maritimes, par exemple. Le développement de l'économie verte est molle en Afrique à cause de problèmes de financement. Mais pour ce genre d'initiative, des solutions existent toujours pour lever des fonds, explique Dr Touré. Bon, il y a différents dispositifs liés à la finance verte, notamment tout ce qui a trait au marché carbone qui existe. Par exemple, quand vous avez un projet, disons, d'économie verte, vous pouvez en fait le faire valoir sur le marché, disons, des bons carbone. Bon, ce qui veut dire qu'il y a tout un dispositif en fait qu'il faudrait davantage exploiter. Et c'est d'ailleurs en fait un des aspects que nos pays devraient davantage Avec l'essor de l'exploitation des énergies fossiles sur le continent, les pays développés, par ailleurs plus grands pollueurs, souhaitent voir les économies en développement se détourner du pétrole et du gaz pour sauver la planète, en contrepartie d'une enveloppe annuelle de 100 milliards de dollars. Une promesse vieille de 13 ans et qui a du mal à être honorée. Selon l'expert, l'Afrique, qui produit plus d'hydrocarbures qu'elle n'en a besoin en réalité, a intérêt à discuter avec les pays du Nord. Les
pays africains, disons, ont une capacité de production qui est largement au-dessus, en fait, de leurs besoins de production. Donc, la question est de savoir vers qui se tourner pour vendre ces produits. Il ne s'agit pas simplement de les exploiter, mais de pouvoir les vendre. Si vous n'avez plus de marché à l'exportation, bon, c'est un problème. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la part, en fait, des grandes institutions européennes remettent en cause les modalités de financement international, il y a lieu quand même en fait à négocier parce que ce sont en fait ces partenaires qui nous achètent en fait notre... Lors de l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, les dirigeants africains ont tous, sans exception, appelé les pays développés à mettre la main à la poche pour corriger les dégâts du réchauffement climatique, mais aussi et surtout à s'acquitter de leurs engagements de financement vis-à-vis de l'Afrique, qui est au passage le continent le plus affecté par les effets néfastes du changement climatique. L'économie verte en question donc dans Coin Éco ce soir face aux ravages infligés à l'environnement et sa préservation qui conditionne de plus en plus la survie de l'homme et des autres espèces. Bien sûr, la menace environnementale a pris des proportions qui inquiètent les écologistes, mais pas que. Les économistes aussi se posent des questions sur l'économie verte. Question à discuter ce soir avec le doyen Mamadou Ndiaye et son invité, professeur Henri Mathieu Lo, enseignant chercheur à la retraite, président de l'ONG Gaïa, groupe d'action et d'initiative pour un développement alternatif. Doyen Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, il est dans la recherche justement des solutions alternatives à cette situation que nous vivons depuis peut-être que depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'industrialisation qui est la plus récente sans doute du point de vue de l'évolution de l'espèce humaine. Est-ce que la Terre appartient aux hommes ou est-ce que ça appartient à toutes les espèces vivant sur la Terre? Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette émission. Bonne question. En tout cas, nous les croyants, nous pensons que à la création, les humains certainement ont été créés par le Tout-Puissant, mais pas seulement les humains. Il a créé également d'autres êtres vivants et qui ont également leur place, bien sûr, sur la Terre. Et d'ailleurs, de ces autres êtres vivants, nous-mêmes, nous vivons. Cela veut dire que s'ils disparaissent, parlant de chaîne alimentaire, nous aussi, nous sommes appelés à disparaître. Donc, je répondrai vraiment de manière tout à fait formelle à votre question. La Terre n'appartient pas qu'aux hommes. Autrement dit, il faut que les hommes soient beaucoup plus modestes et moins gourmands pour croire que la Terre leur appartient. Tout à fait. Et moins gourmands, surtout parce que assez souvent, j'utiliserai une expression triviale. Les hommes ont les yeux plus gros que le ventre. Ils exploitent, mais bien plus qu'ils n'ont réellement besoin. Et de ce point de vue, rien que de ce point de vue, ils devraient revoir leur approche. Et revoir cette approche, justement, participe de cette question de l'économie verte dont on n'est pas en train de parler aujourd'hui. Professeur Lo, un éminent économiste américain, pour ne pas le nommer, c'est peut-être l'économiste Ruskin qui dit qu'en 1900, il y avait 85% de la terre qui était sauvage. Ouais. Et de nos jours, il n'y a que 15% de cette même terre qui est sauvage. Mais nous avons bouffé plus que de raison les espaces. Plus que de raison. Et pour vivre comment? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes. Pour vivre comment? Est-ce que la manière dont nous vivons aujourd'hui, les uns au-dessus des autres, pourrait justifier une telle boulimie? Est-ce que ça a apporté un mieux-être? Aujourd'hui, on est en train d'assister à ce que moi j'appelle, c'est pas un terme qui est commun, à ce que j'appelle l'exode urbain. Oui. On est en train d'assister à l'exode urbain.
On quitte les villes pour les campagnes. On quitte les villes pour les campagnes. Que recherche-t-on dans les campagnes? Le bien-être, Le l'espace. bien-être, ce qu'on avait avant, Oui. la nature, Oui. l'air pur, et que nous sommes en train de vivre. Nous commençons à en prendre véritablement conscience. Cela veut dire que quand on aménage, il y a encore de la place. Il doit y avoir encore de la place pour la nature. Parce que c'est cette nature-là qui nous fournit l'air pur que nous respirons. C'est cette nature qui nous fournit l'eau que nous allons boire. Et les forêts qu'il faut Et les préserver forêts qu'il faut absorber préserver notre pour gaz. absorber Oui. le carbone Le carbone. dont on est en train de parler, pour nous fournir l'oxygène. Très bien. Mais quand nous aurons détruit tout ça, ben, quel sera notre avenir à nous? Oui, bonne question qui, sans transition, peut-être nous amène à parler justement de l'économie verte. L'économiste dont je parlais tout à l'heure, donc c'est Jeremy Rifkin, qui, lui, considère qu'effectivement, nous devons probablement quitter une zone pour aller vers une autre zone, et ce qu'il appelle aujourd'hui l'économie verte. Mais ce concept, il recouvre quoi comme réalité? Alors, ce concept, pour moi, il est relativement simple. Oui. Nous avons fait du tout économisme jusque-là. Et surtout, nous avons confondu économie et finance. Et aujourd'hui, il est encore temps de réfléchir au-delà de l'argent quand on parle d'économie. L'économie, l'essence de l'économie, c'est véritablement la création de richesses et de richesses à se partager de manière équitable. Aujourd'hui, nous faisons de l'économie, mais plus nous en faisons, plus les gens sont pauvres. N'est-ce pas? Il y a des questions à se poser. À se poser. Il y a des questions à se poser. Et l'économie verte, elle n'est pas aujourd'hui... En fait, ce n'est pas une notion qui doit se substituer en fait à la croissance. Oui. Non. Mais c'est une économie qui doit rechercher une croissance plus saine. C'est-à-dire une croissance qui ne remet pas en cause le socle sur lequel justement cette croissance vit. Autrement dit, je dirais que nous ne devons pas scier la branche sur laquelle on est assis. Alors, aujourd'hui, notre économie et notre croissance, elle repose sur quoi? Surtout nous, pays dits pauvres, pays en développement. Si vous enlevez l'agriculture, est-ce qu'il y a encore de l'économie? Bonne question. Alors, si aujourd'hui on tue toutes les terres, parce qu'on cherche à produire, sans tenir compte du fait que cette terre, elle a besoin de se renouveler. Cette fertilité, elle a besoin de se renouveler. Mais à terme, nous sillons la branche sur laquelle on est assis, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'économie verte, si vous permettez, c'est une économie qui va chercher véritablement à générer la croissance, mais une croissance d'abord qui serait mieux redistribuée, et une croissance qui s'appuierait sur une amélioration du bien-être et une réduction des risques environnementaux, de manière globale. Qu'est-ce qui serait donc le moteur de cette économie verte? On ne parlerait plus de l'industrie comme on l'a décrivé, avec l'utilisation abusive presque de l'énergie fossile, pour peut-être privilégier sans doute les énergies renouvelables, l'air, le vent, et peut-être même l'éolienne. L'énergie marémotrice. Voilà. La mer. Oui. Mais est-on disposé très rapidement à passer justement d'une étape fossile à une étape... Vous savez, le changement est toujours très difficile. Il est très lent. Par nature, l'homme est avec grand H. Il est conservateur. Il est conservateur. Il est conservateur. Et le changement lui fait peur.
fondamentalement. De sorte qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille aussi vite qu'on le... Et surtout, il faudra être très, très, très pédagogue pour pouvoir y arriver. Il faudra démontrer, surtout à ceux qui produisent la croissance. Le secteur privé est une de ces structures que, justement, ils peuvent continuer à produire de la croissance, à produire des richesses, tout en préservant l'environnement. Cela est possible. Si on parle d'économie verte, sommes-nous prédisposés donc à lâcher un peu peut-être le confort que nous avons pour une aventure qui est plus ou moins aléatoire, dont on ne connaît pas peut-être aussi l'aboutissement? Je ne suis pas très sûr que ce soit une aventure. Vous savez, on dit aussi de l'économie verte que c'est du vieux vin dans une nouvelle bouteille. Quand vous prenez aujourd'hui l'exemple de l'agriculture, faire de l'économie verte dans le secteur de l'agriculture, ce serait promouvoir l'agroécologie. C'est-à-dire une agriculture qui repose essentiellement sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, regardez la dépendance qu'on a des engrais chimiques. On dit qu'il a beaucoup plu cette année, il a bien plu, mais il n'est pas évident que la production soit aussi importante que les années passées parce qu'il n'y a pas eu d'engrais. Mais des engrais chimiques. Des engrais, voilà. On pleure parce qu'on n'a pas eu d'engrais chimiques. Mais c'est parce que tout simplement, on n'a pas su mesurer jusque-là les dégâts que les engrais chimiques ont fait. Alors rapidement, le temps nous presse. Les services solaires et éoliens constituent, dit-on, des réservoirs justement d'emploi. Mais pourquoi attendre justement dès lors que peut-être ça nous produira autant d'emplois, donc moins de chômage? Oui, non, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Il faut pas attendre. Il faut y aller. Et justement, on parlait tantôt de transition, parce que la question de l'économie verte, c'est une question également de transition. Oui. On y va progressivement. Et en y allant, mais il faut bien regarder quelles sont les ressources qu'on a aujourd'hui à disposition et qui peuvent nous permettre d'y aller. Le solaire en est une. Mais attention, quand on dit solaire aussi, on est dans une chaîne de valeur. Oui. Il faut pouvoir maîtriser la chaîne de valeur. C'est ça. Parce que les batteries que vous allez utiliser pour le solaire, vous en faites quoi après quand ces batteries sont usées? Bonne question. La réflexion se fait avant. Elle ne se fait pas après, au moment où on a les batteries entre les mains. Ça participe aussi de l'économie verte. Semble-t-il, l'économie verte va tuer dans l'œuf la croissance et le PIB, qui sont des notions très classiques, mais qu'on utilise jusqu'à présent. Et l'économie verte postule ce qu'on appelle l'indicateur de qualité de vie. On va vers ça. Oui. Quels sont les reflets justement de cette qualité de vie, qualité de vie? Croissance saine. Il faut changer le paradigme de la croissance. Très bien. Professeur, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission plus large justement sur ces questions-là. Awa? En effet, monsieur Ndiaye, c'est un sujet bien intéressant et c'est la fin malheureusement de cette partie de la Totale Dimanche. En attendant le bulletin d'information de 19h45, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de votre magazine La Totale Dimanche. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, c'est parti donc pour la deuxième partie de votre magazine d'information, La Totale Dimanche. Place maintenant à notre rubrique environnement, pollueur-payeur. C'est un principe économique visant donc l'imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution, un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés, mais son application pose aujourd'hui problème. La preuve, la plupart des pays pollueurs doivent une importante somme d'argent aux pays dits sous-développés. Selon l'expert Djibril Niang, directeur exécutif
l'objectif de l'Organisation des jeunes volontaires pour l'environnement au Sénégal. Est-ce que la COP27 peut être un espoir pour faire des avancées sur le principe? La réponse dans ce sujet d'Ami Diouf. Pollueur-payeur, principe fondamental du droit de l'environnement adopté par l'Organisation de coopération et de développement économique, il prévoit que les pays qui polluent le plus supportent les financements liés aux mesures de prévention, de réduction, de lutte contre le changement climatique. Et l'Afrique qui contribue à hauteur de 4% des gaz à effet de serre pourrait en bénéficier. Donc, si on prend le cas de l'Afrique aujourd'hui, des gaz à effet de serre produits mondialement, aujourd'hui l'Afrique contribue à hauteur de 4 à 5%. Donc les 96 ou 95% des gaz à effet de serre produits sont produits par d'autres continents, par d'autres pays développés. Maintenant, le principe des 3 P, c'est comment ces pays-là qui ont détruit le monde, qui ont pollué le monde, comment est-ce qu'ils peuvent financer l'adaptation des pays qui ne polluent pas. Mais entre le principe et la réalité, il y a tout un fossé. Les actes posés ne sont pas à la hauteur des enjeux, explique le coordonnateur des jeunes volontaires de l'environnement pour le Sénégal. Côté finance, on dirait que les pays développés ne sont pas du tout prêts à financer l'adaptation des pays non développés. Et je pense qu'il est temps qu'on exige ça. Ça ne va pas à la vitesse qu'on veut. Donc, par exemple, si on prend le cas des promesses des conférences des Nations Unies, donc il était prévu que les pays pollueurs puissent payer l'adaptation des pays non pollueurs, des pays les moins avancés, donc à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Donc, depuis 2020, on parle de ça, mais jusqu'en 2023, on n'a que 80 milliards. Et comment ces 80 milliards ont été calculés? Ça aussi, c'est un problème. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas adopté, parce qu'il y a beaucoup de financements qui viennent, mais aussi, on ne peut pas dire que c'est effectif à 100%, parce que ce qui est mobilisé est très faible par rapport aux attentes. Basé sur des rapports, selon le militant de l'environnement, le temps presse face au dérèglement climatique. Donc cette année aussi, je pense que l'Afrique part à la COP27 pour aussi essayer de mettre plus de pression à ces pays-là. Donc on ne parle même plus de 100 milliards de dollars, on parle de 1200 milliards de dollars parce qu'il y a des rapports qui ont montré que pour financer notre adaptation, 100 milliards de dollars ne suffit pas. Maintenant, il faut aller jusqu'à 1200 milliards de dollars. Maintenant, quelqu'un qui voulait 100 milliards, qui n'a pas 100 milliards, et qui continue à courir derrière ces 100 milliards-là, comment est-ce qu'il va faire pour mobiliser 1200 milliards devant des gens qui sont bornés, qui sont là, qui ne veulent rien entendre? La COP27 en Égypte, un rendez-vous qui pourrait permettre de franchir un palier important, mais l'environnementaliste affiche son désespoir avant les conclusions très attendues. Bon, moi personnellement, je dirais que je n'ai pas beaucoup d'espoir, franchement. Moi, je pense que la COP27 sera une COP comme tous les autres COP. D'ailleurs, ça fera partie des COP les plus chères au monde. Voilà, et voilà, donc ce sera une négociation comme les autres. On n'aura pas un pari bis. Je ne pense pas. Bon, je croise les doigts. Le principe du pollueur-payeur, aussi appelé principe du perturbateur, ne date pas d'hier. Et pourtant, les pays sous-développés courent toujours derrière les plus gros pollueurs pour qu'ils soient appliqués. Et ailleurs qui nous mène dans le monde rural, c'est pour parler agriculture malgré la forte pluviométrie notée cette année sur l'ensemble du territoire. Dans le bassin arachidier, beaucoup de producteurs estiment que cette année, il n'y aura pas de production record. Concernant le prix du kilogramme d'arachide fixé à 275 francs CFA, ils se disent très déçus. Le reportage est signé à Damassar. Cet agriculteur n'espère pas avoir un bon rendement cette année. C'est vrai, présentement, comme on est en période de fin de récolte, cette année-ci, on a compris, on a vu qu'il y a beaucoup d'eau, mais la finalité, les récoltes, ce qu'on attendait, on ne l'a pas encore vu.
depuis qu'on a commencé à récolter les arachides, la production qu'on attendait, on ne l'aura pas parce que les derniers pluies ont causé beaucoup de dégâts. Actuellement, mon champ, mais ce que j'ai vu dès à présent ne me satisfait pas. Mais peut-être que c'est la volonté de Dieu. Concernant le prix du kilogramme d'arachide fixé à 275 francs CFA cette année, il apprécie. Le prix à 275 francs, je pense que ça n'honorera pas le paysan, vu la situation et vu ce qu'on appelle l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Vu la situation du monde rural, l'État pouvait fixer le prix à 300, 350 fois 400 francs pour aider, pour faire de sorte que les paysans se sentent un peu pour acheter ce qu'on appelle les denrées de première nécessité. Il faut dire que cette année, le Sénégal a connu une forte pluviométrie. Tranche de vie à présent, et c'est pour parler de cet homme. Il a été témoin de l'évolution du marché de Colobane. Il a assisté à plusieurs scènes d'agression dans son lieu de travail. Entre peur et envie de réussir, Keba Dramé a choisi malgré tout de rester dans ce marché mythique. Aujourd'hui, il fait partie des délégués du marché de Colobane et est heureux de constater que c'est désormais un endroit sûr où les citoyens gagnent leur vie de manière décente. Mamadoussi et Silignan l'ont rencontré. Reportage. Keba Dramé se souvient encore de la période pendant laquelle les policiers faisaient irruption dans le marché de Colobane. À cette époque, c'est une table qu'il utilisait pour écouler sa marchandise. À l'époque, on installait nos tables. Les policiers faisaient des descentes de temps en temps. Nous avions l'habitude de nous réfugier dans un champ juste à côté. Aujourd'hui, c'est une pharmacie qui est là-bas. On confiait nos marchandises avant de rentrer pour les reprendre le lendemain. Lorsqu'il a quitté son Kaolack natal pour déposer ses valises à Dakar, ce commerçant s'est lancé dans la vente de fournitures scolaires, un choix qui n'a pas été fait au hasard. Quand je suis venu à Dakar, j'ai trouvé mes proches s'activant dans ce business. J'ai donc fait pareil. Je me suis habitué maintenant. Quand vous parvenez à construire votre maison, vous mariez et donner la dépense quotidienne grâce à ce boulot, inutile donc de chercher ailleurs. Il fait aujourd'hui partie des délégués du marché. Il a participé à la reconstruction d'une partie du marché. Nous avons fait les démarches pour la construction de ces cantines. On nous avait indemnisés, puis logés dans un centre commercial. Il y avait un projet de construction du pont à l'époque. Nous n'avions pas pu être dans nos nouveaux locaux. À notre retour, il y a un incendie. C'est à partir de ce moment que nous avons décidé de régulariser notre situation. Pour avoir passé plus de 40 ans dans ce marché, Keba Dramé témoigne que beaucoup de choses ont changé. Le marché de Colobane est aujourd'hui un endroit sûr par rapport à ses débuts. Il ne se passait pas un jour sans qu'on tombe sur une scène d'agression. C'était répétitif à l'époque. C'était dangereux d'être à Colobane. Certains de nos proches nous recommandaient d'ailleurs de quitter cet endroit.
Il a fallu que l'on prenne l'initiative pour faire sortir les agresseurs du marché. Aujourd'hui, c'est un endroit sûr. Les cantines coûtent excessivement cher au marché de Colobane. Keba invite les autorités à trouver des espaces pour les commerçants. C'est un véritable problème pour avoir une cantine. Certains paient jusqu'à 60 000 francs CFA le loyer. Les cantines sont vendues à 4 millions. Nous demandons aux autorités d'en trouver d'autres pour les commerçants. Et ce serait mieux pour nous tous. Le marché de Colobane a connu un changement au fil du temps. Les commerçants qui s'activent dans ce milieu en témoignent. Aujourd'hui, plus que jamais, ils espèrent continuer à travailler dans la plus grande tranquillité. Dans notre bouillon culture de ce soir, il est question du bol de midi. Manger autour du bol renferme beaucoup de fonctions et d'enseignements, des valeurs que les parents inculquent à travers des gestes. Dans ce reportage que vous allez suivre est signé Aïssatou Kane. Elle revient sur la solidarité, la familiarité et l'éducation acquise rien qu'en partageant un bol à midi avec toute la famille. Aïssatou Kane et Sidignan. Si la teranga sénégalaise est bien appréciée, c'est surtout grâce au moment de convivialité au cours des repas. Assis par terre, sur une nappe à même le sol, dans un grand bol, pour Père Maudit, c'est une forme de générosité et de solidarité traditionnelle. Bon, comme on disait du temps de Serigne Fallou, midi kengu, bol kengu. Donc cette tradition de tous se réunir autour du bol, ce qui facilite également donc, le rapport humain, n'est-ce pas, entre les membres de la famille et parfois même les voisins, dans un climat de convivialité. Donc nous avons suivi cette tradition dans laquelle, n'est-ce pas, notre enfance a été baignée. Voilà, donc c'est le sens du partage, de la communication, de la convivialité, le rapport à cousinage. Tout ça font que le Sénégal, finalement, est le pays de la teranga. Manger autour du bol ne se résume pas à s'alimenter. Cette tradition renferme une triple fonction aux valeurs positives. À mon avis, 3 fonctions. La première, c'est d'abord la fonction alimentaire, le fait de s'alimenter. La deuxième fonction, c'est la fonction sociale, qui consiste à avoir les membres d'une même famille réunis autour du bol pour pouvoir se transmettre des valeurs, une certaine positivité au sein de la cellule familiale, au sein tout simplement de la famille. L'autre fonction, et la moins importante, c'est une fonction éducative. Autrement dit, le fait de manger autour du bol permettait aux parents de pouvoir transmettre une certaine forme d'éducation à leurs enfants, comme la pudeur, le fait de quand on mange, on ne regarde pas les gens, aussi le respect. Donc quand on mange, on respecte tout le monde, on se respecte soi-même aussi, mais aussi la générosité et la solidarité. Malheureusement, beaucoup de familles ont délaissé cette tradition. Je ne suis pas économiste, mais je pense que quand même c'est une des causes. Donc il y a aussi quand même une certaine nucléarisation de la famille. Donc il y a aussi un certain individualisme galopant. Ils passent la journée au travail, donc ils n'ont pas la possibilité matérielle de pouvoir se retrouver autour du bol, parce que les heures de repas ne les trouvent pas à la maison. Même si cette tradition tend à disparaître, Maudit veille à l'asseoir dans sa famille. Il y a une manière de manger, il y a une manière aussi de respecter les autres, n'est-ce pas, donc de consommer, n'est-ce pas, dans le respect de l'autre. Voilà, donc les enfants sont tenus, n'est-ce pas, de se montrer corrects, n'est-ce pas, autour du bol. Et ces pratiques, n'est-ce pas, de notre tradition ont tendance à diminuer, pour ne pas dire à disparaître. Les gens plus ou moins tendent vers l'individualisme, mais ça, je pense que c'est les aléas du modernisme. Nous essayons, autant que possible, de conserver cette cohésion sociale, ce qui n'est pas le cas partout. Parce que généralement, les familles, dès qu'ils grandissent, ou bien que des familles se forment,
n'est-ce pas? Donc, chacun va de son côté. De nos jours, avec les familles nucléaires, le canal de transmission des valeurs s'effrite, causant ainsi des répercussions négatives sur la famille. Salim To pour parler de ce fameux bol du midi. Il ne s'agit pas seulement de se remplir les ventres. Aïssatou Kane, vous avez réalisé ce reportage. Bonsoir. Bonsoir Awa. Alors, vous venez de le souligner dans ce reportage, il ne s'agissait pas seulement de manger, il s'agissait aussi pour les parents de véhiculer des messages ou plutôt d'inculquer des valeurs aux enfants lors de ce rendez-vous de midi autour du bol. Parfaitement, même au-delà de midi, hein, le petit déjeuner, ils se retrouvaient, mais aussi autour du déjeuner, du dîner. Donc, vous savez, c'est dans la diversité culturelle ethnique que beaucoup de sociétés se sont humanisées, se sont retrouvées, et grâce à ces actes-là, ces vertus, que ce sont ces vertus-là qui font que ces sociétés-là maintenant deviennent peut-être unies et non séparées. Et il y a beaucoup d'anthropologues qui diront qu'en Afrique, tout est enseignement. Donc, à travers cela, c'est derrière cet acte qui est le fait de manger, se dégage une belle leçon, je peux dire, de savoir-vivre, mais aussi de belles initiations à la vie, on peut dire ça, parce que comme tantôt dans le reportage, il a été dit que quand on mange, par exemple, quand les femmes finissaient de préparer le repas, ils mettaient ça dans un grand bol. Et autour de ce bol, tout le monde pouvait manger, qu'il s'agisse des invités ou bien ceux qui feront partie de la famille, ou bien des gens qui étaient peut-être venus voir la famille, ou bien des voisins et tout ça. Donc tout le monde pouvait manger autour du bol. Et les enfants, devant leur aîné, ne devaient pas, par exemple, lever le regard sur eux par signe de respect. Ou bien on te disait, il faut tenir le rebord du bol avec la poignée gauche. Comme ça, au moins, ça va t'apprendre à respecter la personne, mais aussi l'humilité. Et on dit que l'humilité précède la gloire. Mais aussi le signe de modération, parce que quand on te dit qu'il faut rester, quand on mange, il ne faut pas dépasser ta place. Voilà, tu manges devant toi-même. Donc, tu ne dois pas dépasser ce que tu manges. Ou bien, quand tu manges aussi, tu dois respecter la place de l'autre. Tout ça, c'est pour inculquer aux enfants comment est-ce qu'ils doivent se tenir quand ils mangent. Mais au-delà de cela aussi, il faut savoir aussi que ces fonctions-là, qui sont la solidarité. Parce que quand tu manges autour de la famille, autour du bol avec la famille, on t'apprend à te solidariser avec les autres. Mais aussi l'éducation, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de valeurs qui sont inculquées autour de cela. Mais aussi la familiarité, ça pousse aux gens aussi de partager et tout ça. Donc comme Amadou Hampâté pendant Amoukoulel, il a beaucoup prôné à ce que les familles puissent eux aussi asseoir ces apprentissages. Comme ça, au moins, on va pouvoir inculquer à partir de cet acte qui est peut-être banal pour certains, mais qui pourrait accroître peut-être la connaissance et l'éducation des enfants. Un rendez-vous très important, symbolique pour véhiculer des messages de valeurs éducatives, de partage, de solidarité. Mais le constat est que c'est un rendez-vous qui tend de plus en plus à disparaître dans nos sociétés. Qu'est-ce qui l'explique? Bon, c'est vrai que dans des familles aussi, il y a des familles qui continuent de manger ensemble. Mais avec l'occidentalisation, ça tend à s'effacer petit à petit. Et le canal de transmission de ces actes-là, du fait de manger autour du bol, être ensemble, est en train de s'effriter, malheureusement. Et on voyait auparavant... on mangeait ensemble, tout le monde vivait dans une même concession. Mais maintenant, la famille est devenue, se nucléarise et elles sont devenues individualistes. Le psychologue le disait tantôt, il a dit que tout le monde va au boulot, les parents vont au boulot, au travail, les enfants vont à l'école. À quel moment est-ce qu'ils vont partager le repas ensemble? Peut-être même à la descente, ils voudront le faire, mais comme ils sont rentrés séparément, ils vont manger sur leur assiette. Ils prennent leur assiette, ils mangent séparément, les enfants utilisent leur téléphone. Donc, ça fait même aujourd'hui que les enfants
deviennent déshumanisés. Ouais. Parfois même, c'est durant le week-end qu'ils peuvent se permettre cela, et le samedi, avec les cérémonies familiales, c'est presque impossible. Le dimanche, ça peut se faire, et même le dimanche, la poignée gauche qui pourrait te permettre de tenir le bol, aujourd'hui, c'est avec le téléphone qu'ils le tiennent. Ouais. Et c'est signe d'irrespect aussi. Et pourtant, le fait de manger, ça pourrait te permettre d'accroître peut-être ces aptitudes-là qu'on t'a dit que tu pourrais avoir, ces vertus, ces valeurs que tu pourrais apprendre toi-même à partir de cela. Mais malheureusement, c'est tout le contraire aujourd'hui. Et peut-être nous devrons faire des efforts, nous les parents, pour peut-être voir avec nos enfants, même si le temps ne nous permet pas de manger avec eux, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, partager avec eux, c'est important. Parce que l'humanité, l'humanisation, la socialisation, on commence par l'humanisation dans la maison. Et ça s'apprend dès le bas âge. Ouais. Le fameux bol du midi pour Bouillon Culture. Et c'est ce qui met un terme à ce magazine d'information La Totale dimanche. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes d'ITV.